Voilà, donc pour le cours de L3 Option Cosmologie, c'est la quatrième partie sur un résumé de la relativité restreinte, quelques résultats clés. Je voudrais en fait faire une application de la transformée de Lorentz pour découvrir les composantes, les transformations, les relations fonctionnelles entre les composantes et faire aussi pour les positions certes et après passer au cas des composantes de vitesse dans l'un et l'autre repère. Donc si je regarde ce qu'on a ici, je peux prendre, d'accord, donc je peux prendre un vecteur que je vais U que je vais composer d'une coordonnée de l'espace et le temps. Et en fait, je sais, l'élément important dans toute cette affaire, c'est d'identifier les invariants de Lorentz qui se composent comme S carré étant une différence entre des positions, donc la norme des déplacements au carré moins C carré T carré. D'accord? Dans un repère donné. Donc ça permet d'identifier d'un repère à l'autre les événements. Donc l'idée c'est que si je travaille avec une seule composante de l'espace et le temps, on s'est rendu compte que en prenant comme composante non pas le temps mais ct mais réel mais i fois ct, donc si on a cette composante imaginaire, en fait en faisant le produit de u par lui-même, donc je fais la somme des termes au carré composante à composante. Ce qui se passe, c'est que le i au carré fait introduire le signe négatif dont j'ai besoin pour identifier donc les surfaces hyperboliques de la transformée de Lorentz, et c'est ce qu'a identifié Einstein il y a longtemps. D'accord, pour identifier, enfin qui a donné cette relation pour identifier les événements. Donc l'idée c'est que si je veux faire l'utilisation de nombres imaginaires, c'est simplement pour m'en remettre à l'algèbre vectorielle et matricielle usuelle. D'accord, j'ai pas besoin de faire autre chose que des produits scalaires entre vecteurs et des produits matriciels pour travailler ce genre de transformation, si je me sers du nombre imaginaire i. Alors l'idée c'est que le vecteur u composé donc comme ça d'une partie réelle, une partie imaginaire, si je le représente comme ça, donc l'axe imaginaire et l'axe réel, et bien on serait comme ceci avec une composante x et ct le long de l'axe des imaginaires i. Et on sait bien que la norme euclidienne, en fait, si je veux calculer la norme euclidienne de ce vecteur, il va falloir que je prenne son vecteur conjugué, donc sa composante imaginaire conjuguée, fois le vecteur lui-même comme il est écrit ici, et je vais retrouver bien entendu par l'application ici, c'est la règle de Pythagore usuelle qu'on va reconnaître, x carré plus c carré t carré me donne la longueur de ce vecteur u. Donc on est d'accord pour dire que c'est bien sa norme euclidienne. L'astuce, c'est que si je veux travailler avec ou retrouver l'invariant de Lorentz par les mêmes applications de produits scalaires, eh ben, il va falloir quand même que je me soucie du signe négatif. Donc si plutôt on travaille avec le calcul tensoriel, on fait intervenir donc cette métrique, ici c'est la métrique de Minkowski, et là, en fait, on n'a pas besoin de composantes imaginaires pour le vecteur u. On peut travailler avec u de composantes x et ct. Et en fait, on arrive très bien avec cette métrique. Si on lui donne des composantes positives et négatives, on arrive très bien à retrouver notre invariant comme ceci. D'accord? Donc l'idée, bien entendu, c'est de revoir la nature en fait géométrique de cette transformation là pour comprendre la métrique en question et son exploitation donc qui peut se généraliser au champ ou enfin pas au champ gravitationnel seul mais en fait à des géométries qui sont pas euclidiennes justement. C'est ça la puissance de cette approche. On n'a pas cette possibilité en calcul strictement vectoriel euclidien, mais on voit qu'avec de petites modifications, finalement, on retrouve bien au moins le cas de la métrique de Minkowski. Et
et c'est une approche donc qui est toujours utilisée ou souvent utilisée de nos jours. Donc si je prends comme composante le temps, si je le place plutôt que le mettre comme composante imaginaire, si je le mets enfin, comme composante tout court du vecteur u, si je prends plutôt l'indice 0, pour réserver l'indice 1, 2 et 3 aux composantes de l'espace, alors ce que je dis, c'est que la métrique, dans ces conditions-là, je placerai le signe négatif moins 1 en haut pour avoir les indices 0, 1, 2 et 3 de chaque colonne, d'accord? Et ça, c'est tout à fait conventionnel. Donc l'idée, c'est que là, j'ai ma composante pour la métrique pour le temps, position x, y et z. Et nous, ce qu'on a fait avec notre transformé de Lorentz, c'est de dire qu'en fait on s'est toujours décalé par rapport à un axe et on a laissé les autres inchangés. Donc l'idée c'est que à ce moment-là, pour faire des contractions de l'espace, eh ben, il faut mettre les produits, donc les termes en gamma bêta dans la matrice enfin le tenseur pardon, de Minkowski. Donc plutôt que procéder comme ça, on peut revenir à ce qu'on avait fait auparavant et écrire notre matrice de Lorentz, une matrice de transformation de Lorentz, Lorentz comme ça avec un T je crois, voilà. Donc cette matrice-là, ici, je peux, bon, ce qu'on avait fait comme convention tout à l'heure, c'était, ou dans les démonstrations qui ont précédé, c'était d'écrire x et ict comme ceci. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est rajouter mes composantes x et y et avoir en fait un quadrivecteur qui aurait un peu cette allure-là, d'accord, avec i comme ceci. Donc l'idée c'est que mon h alpha bêta de tout à l'heure, tout ce que ça vient changer, c'est je pourrais le faire comme ça. D'accord? Donc ça n'a absolument aucune conséquence sur l'interprétation physique, c'est seulement l'ordre dans lequel on traite les vecteurs. Donc comme j'avais placé le temps au pied du vecteur, pour un quadrivecteur comme ça, je vais le laisser en bas. D'accord? Ce qui fait que ma matrice L de transformation lorentzienne, bah, je l'écrirai comme ça, avec gamma i bêta gamma et le moins i bêta gamma, gamma comme ceci. Donc les zéros où il faut. D'accord, sur la diagonale, j'ai 1, 1 gamma gamma et après je vais mettre tout simplement les zéros où il faut. Là j'en ai 4, voilà, comme ça. D'accord? Donc ce qui fait que maintenant je peux appliquer cette matrice, je peux l'appliquer pour passer d'un repère O à un repère O'. Donc je vais me permettre de faire ce calcul en donnant R'. Donc en fait je peux appeler x la variable libre de l'espace x ou R et le temps. D'accord, ce sont les deux variables qui m'intéressent, les deux autres étant toujours défini par la sous-matrice unité ici. Donc si je fais un déplacement le long d'un axe donné du repère O, eh ben, je sais qu'il y aura une simplification dans la matrice de transformation de Lorentz. Donc si je fais ça, je vais donc écrire les delta x, justement delta z, delta y, delta x, delta t prime, comme étant en relation avec les delta z, delta y, delta x et delta t de mon repère de référence. Donc on sait que pour faire une conversion de temps, il faut le produit c fois t, et après, bien entendu, je vais rajouter le nombre imaginaire, le i, qu'on connaît pour le quadrivecteur comme je l'ai composé ici comme U dans cette écriture-là. D'accord? Donc on y va. On peut donc écrire Z' et Z sont égaux, Y' et Y sont égaux entre eux, les déplacements, et on se retrouve avec delta X' égale gamma
fois, on peut même le factoriser, delta x moins v delta t, c'est-à-dire en écrivant avec bêta, le v qu'il y a ici, si je prends bêta qui est le rapport v sur c, donc évidemment je peux avoir l'écriture ici bêta fois c delta t, d'accord? Donc je peux conserver cette écriture là si cela convient, et je vais avoir donc c t' ou c delta t' qui sera égal lui à gamma fois c delta t moins bêta fois delta x. D'accord? Donc c'est ça un peu les relations qui existent entre les positions mesurées, position étant mesurée dans le repère prime qui se déplace à vitesse v constante. V est mesuré dans le repère O, donc il se déplace, O' se déplace à vitesse v par rapport à O, et toutes les quantités qui sont à droite de l'égalité ici sont mesurées dans le repère O. D'accord? Alors ici, c'est plutôt les mesures dans O'. Donc ça, c'est quand même important. D'accord? Donc, on a cette sous-matrice ici qui contrôle ces composantes. Donc les bêta, gamma, on a vu leur définition auparavant. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est appliquer ces règles pour définir les déplacements delta x' et delta t' comme des fonctionnels de x et t. D'accord? Donc on peut par exemple, si on a une mesure d'un objet en vitesse v dans le repère O, donc je suis dans le repère O, j'ai un objet qui se déplace comme ça, bon je vais essayer d'éviter d'utiliser v pour pas confondre entre le déplacement relatif entre les deux repères, mais je vais parler par exemple de x point. D'accord? X point dx dt le long de l'axe des x, d'accord, et je vais avoir ce repère au prime qui lui se déplace, donc il y a x' comme ça, au prime se déplace à vitesse v mesurée dans O, donc v positif fait que le repère au prime se déplace sur la droite comme ça dans le temps. Et donc on peut calculer maintenant quelle est donc la relation entre x point et x point prime. Donc si je veux calculer x point prime, je vais devoir faire la limite quand delta t prime tend vers 0 de delta x prime sur delta t prime, d'accord? Et la clé en fait c'est de voir que ça ce sont des fonctionnels de la position x et le temps t, chacune x et t comme ça. D'accord? Donc on va dire tout simplement que delta x prime est égal à, donc delta x prime c'est égal à variation, donc c'est du calcul différentiel, donc dx prime par rapport à x delta x plus, enfin dérivée partielle je devrais dire, dérivée de x prime, donc j'ai laissé tomber le delta pour simplifier, delta t prime comme ceci, d'accord, divisé par, pardon, tout ça divisé par delta t prime qui vaut donc delta de t prime par rapport à t, delta t, plus variation partielle, dérivée partielle pardon, de delta t dx, delta x comme ceci, d'accord? Donc vous prenez les relations qu'il y a tout à l'heure. Donc pour faire simple, j'ai remplacé ici le delta t' par t', delta t par t, mais c'est bien les mêmes relations fonctionnelles qu'on reconnaît ici. Donc on n'aura donc que dérivée partielle de x' par rapport à x, ce sera donc gamma. Dérivée partielle de x' par rapport à t, ça vous donnera donc moins v gamma. C'est-à-dire que je peux aussi écrire que c'est moins bc fois gamma, comme ceci, d'accord? Et ainsi de suite. Donc je peux directement, puisqu'il s'agit de différences finies, je peux donc tout de suite calculer mon delta x prime
et en remplaçant les expressions par les relations obtenues de la transformation de Lorentz. Et ce que je vais trouver, ce sera donc x point prime, donc cette limite quand les deltas tendent vers 0, ce sera donc x point moins v divisé par 1, bon après avoir simplifié un c carré, je crois, qui se simplifie, vous aurez v x point divisé par c carré. D'accord? Donc le dénominateur qui est bien adimensionné. D'accord? Donc la transformation de Galilée usuelle, c'est simplement de dire que voilà, les vitesses et vecteurs vitesse s'additionnent en combinaison linéaire comme ça. Dans la pratique, en transformation de Lorentz, quand on parle de relativité restreinte, il faut passer à la limite pour prendre le fait que la vitesse limite est la vitesse à célérité de la lumière et que le temps n'est plus universel. Donc si vous prenez la limite quand x point, donc si je regarde ça, la limite quand x point tend vers c de x point prime, d'accord, vous allez retrouver en fait c moins v divisé par 1 moins v c divisé par c carré. Ça fera donc c moins v divisé par 1 moins v sur c, 1 moins bêta, d'accord, que vous pouvez simplifier. Vous aurez ici c moins v divisé par c complètement. Donc quand j'ai remis dans le bon ordre, je vois que ça c'est un facteur unitaire et que je retrouve x' point égale c. Donc si x point tend est très très proche de c, x' sera lui-même très très proche de c. Et l'égalité exacte fait que en fait c'est possible. Donc s'il s'agit d'un photon par exemple mesuré d'en haut, eh bien le photon va se déplacer à vitesse c mesuré dans le repère O' qui est en mouvement à vitesse v par rapport à O. Donc l'addition de ces composantes colinéaires ne pose aucun souci. Si on regarde pour les vitesses transverses, ça c'est aussi intéressant, mais aussi simple. Je veux dire, c'est la même démarche. Je peux avoir un objet dans un repère O, et admettons que, pour faire simple, que dans le repère O, il a une vitesse en y, qui est, disons, y point. Et bien là, il va y avoir d'autres composantes. Quand je regarde dans un repère O' qui se déplace à v comme ceci, toujours les axes x et x' sont colinéaires. Et ce qui fait que dans la transformation de Lorentz, les axes y' et y sont équivalents. D'accord? Donc il faut en fait refaire ce calcul. Donc je cherche quel est le y point prime, qui sera donc delta y prime divisé par delta t prime, dans le repère qui est vu en mouvement par O, le repère O'. Donc il faudra faire la limite là, quand les deltas sont des infinitésimaux. Donc on va se dire limite delta tend vers 0. Petite note ici pour ne pas l'oublier. Et l'idée c'est que en faisant les substitutions, donc je prends delta y prime comme étant égal à delta y tout simplement. Et le delta t prime, je le connais de la relation qu'on avait vue, enfin que j'ai déjà de la transformation de Lorentz, du produit matriciel. Donc je vais avoir gamma sur C fois C delta T moins bêta delta X. D'accord? C'est ça l'astuce. Donc l'idée c'est que je peux factoriser un delta T ici. Pour avoir delta T, je vais avoir delta Y sur delta T. Et je vais avoir delta X sur delta T aussi, donc X point. Et je vais donc retrouver Y point ici, divisé par gamma sur C. Je vais avoir C moins bêta X point. D'accord? Toujours en prenant la limite delta tend vers 0.
D'accord? Donc limite, les pattes de mouche, hein, c'est pas facile à lire, mais voilà, c'est comme ça. Alors l'idée c'est que j'ai un y' que je sais exprimer en termes de y point, x point, et les coordonnées qui sont dans l'autre repère, hein, qui sont prises dans l'autre. Donc je peux sortir le c qu'il y a ici pour le simplifier. Donc je me retrouve avec 1, et ça je divise par c, comme ceci. Donc bêta est un nombre pur, x point est une vitesse, la célérité, ça c'est une quantité qui est adimensionnée. Bêta x point divisé par c. Donc j'ai y point divisé par gamma fois 1 moins bêta x point sur c. Donc ça c'est y point prime dans le repère prime. Donc on voit que on n'a pas la vitesse, d'accord, on n'a pas conservation de cette vitesse transversale, même si l'axe y et y' coïncident, enfin ils sont équivalents. Donc pour x point prime, je vais avoir la même chose, je vais avoir delta x prime divisé par delta t prime, et quand j'ai fait donc ces transformations, je vais me retrouver avec x point, c'est ce qu'on a vu là tout à l'heure, x point moins v divisé par 1 moins v x point sur c carré. Donc v sur c carré, je vais prendre v sur c pour faire bêta, x point divisé par c. D'accord? Donc je peux le faire comme ça. Le v qu'il y a ici, je peux aussi l'exprimer comme étant bêta fois c. D'accord? Donc voilà, je peux écrire mon expression. Et l'idée, c'est que là, j'ai la correspondance entre les deux composantes dans le plan x, y du repère O, x', y' du repère O'. Voilà donc les deux composantes de ces vecteurs vitesse. Donc on peut aller chercher comme ça l'orientation du vecteur vitesse dans l'un et l'autre repère. Donc dans le repère O, il est vertical. Dans le repère O', on voit qu'en fait, il a deux composantes, horizontales et verticales. Donc il est incliné par rapport à la verticale. Ce qui veut dire que, par exemple, si c'était un objet qui est un photon qui vient dans le repère O verticalement, dans le repère en mouvement, en fait, on va voir que le photon trace une trajectoire qui n'est pas droite. D'accord? C'est-à-dire qu'elle n'est pas verticale. Elle est droite, certes, mais elle n'est pas verticale. Donc ça donne lieu à un phénomène d'aberration de la lumière qui est vu en fait dans les grands télescopes. Si vous avez une focale très longue, vous pouvez mesurer cet effet du temps de parcours, enfin du fait que la Terre se déplace par rapport à votre rayonnement, votre source de rayonnement. Donc vous êtes capable en fait de retrouver ce cas limite. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que si justement dans le repère O j'ai un photon qui se déplace à la vitesse de la lumière, donc je devrais retrouver c carré égale x point carré plus y point carré, donc composante par composition euclidienne. Et en fait je devrais retrouver que x point prime au carré plus y point prime au carré est aussi égal à c carré. Donc c'est facile avec ces deux expressions de montrer que en fait effectivement les composantes, la combinaison pythagoréenne de ces deux composantes de vitesse vous redonne bien la célérité au carré de la vitesse. D'accord? Donc si vous voulez faire cet exercice-là, je pense que c'est une très bonne chose à faire pour vous